Il a travaillé de très près avec 5 premiers ministres à titre de conseiller, de sous-ministre ou de ministre. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Morin. Oui, bonjour. 1971, on revient sur la Constitution, Charte de Victoria, sur la réforme constitutionnelle. Qu'en est-il de l'acceptation puis du refus de M. Bourassa de cette proposition? Quand est arrivé la charte, projet de Charte de Victoria, il y avait toutes sortes de choses dedans, mais rien concernant le partage des pouvoirs. Ce qui veut dire que pendant 3 ans et demi, on avait dit des choses, mais rien de ça n'était répercuté dans le texte final de l'accord, ce qui le rendait inacceptable. Et Robert Bourassa, à ce moment-là, tout de suite, je me souviens, il y avait Claude Castonguay qui était là, comme ministre avec Bourassa. On était à Victoria, en Colombie-Britannique. Jean-Claude Rivet, pour y demander à un moment donné. On était tous en désaccord avec ce projet parce que ça ne correspondait pas du tout aux demandes du Québec. Et on était au mois de juin, c'était le 17 juin, je pense. Et là, Trudeau dit, mais écoutez, vous avez le projet, il faut que vous me donniez une réponse avant la fin de l'été. Et là, Robert Bourassa a pris la parole, il a dit, non, on va vous donner une réponse plutôt là, une semaine ou 2 au maximum. Ah ben, c'est correct. En sortant de la réunion, je dis à Bourassa, je dis, veux-tu même dire pourquoi tu es allé proposer si vite que ça? Et il dit, pour une raison bien simple, il va y avoir des protestations à Québec, et les gens vont être contre. Je vois très bien Ryan dans Le Devoir, parce que Ryan n'était pas en politique à l'époque, blaster le projet, c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'autres, j'ai pas envie que ça dure tout l'été. Il dit, si on pourrait accepter, je vais l'accepter tout de suite. Si on pourrait refuser, on va refuser vite. Fait que ça va éviter tout ce bordel-là. Il a finalement refusé, mais en laissant entendre que s'il y avait des négociations qui se poursuivaient, peut-être que... Mais bref, c'est mort là. Et peu de temps après, là, vous démissionnez de votre poste pour retourner à l'université. Est-ce que vous n'aviez vraiment assez là, de... Ah non, moi, j'ai pas du tout détesté mon stage dans le gouvernement. J'ai pas été malheureux du tout. Au contraire, je pense que c'était la plus belle période de ma vie. J'ai mieux aimé ça que celle où j'étais ministre, hein, je peux bien vous le dire, parce que je n'étais pas dérangé par toutes sortes d'activités politiques. Et puis, finalement, j'ai fini par connaître le domaine dont j'étais le sous-ministre et d'avoir quelques idées. Puis comme j'étais là depuis plusieurs années, bien, avec les autres, on avait accumulé, si vous voulez, une certaine connaissance historique. Donc, ça nous rendait utiles. Non, mais je voulais retourner à l'enseignement universitaire parce que je ne voulais pas passer je savais que je ne pouvais pas être sous-ministre toute ma vie. Finalement, ben, j'ai abouti à l'École nationale d'administration publique, où j'ai commencé une nouvelle carrière d'enseignement qui devait, elle aussi, se poursuivre jusqu'à la fin de ma vie active. Ben non, qui a été interrompue par la politique active, cette fois-là, à partir de 1973. L'année précédente, en 1970, crise d'octobre du gouvernement Bourassa, qui frappe le gouvernement Bourassa, enlèvement et assassinat de Pierre Laporte. Vous étiez à l'intérieur de la machine. Comment vous avez vécu ça? J'étais à l'intérieur du gouvernement et à l'intérieur même des immeubles où avaient lieu les réunions. Mais ça ne relevait pas de moi du tout. Ça relevait du ministère de la Justice, du procureur général, en fait. Et moi, je n'ai participé à rien des discussions concernant la crise d'octobre. J'ai eu connaissance de ce qui se passait parce que Robert Bourassa m'en parlait. Et j'ai eu connaissance d'une chose dont j'aurais pas dû avoir connaissance. C'est peut-être ça qui est intéressant. C'est que tout ce temps-là, des gens disaient « Ottawa va essayer de contrôler le Québec pour venir, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, mettre la main sur les centres de décision gouvernementaux. » Et Robert Bourassa disait « Non, non, il se défendait de ça. » Mais moi, j'ai vu ceci.
un soir, mon bureau n'est pas loin de celui de Robert Bourassa, le premier ministre, et il y a un corridor pour aller vers le bureau du premier ministre. Et devant ce corridor-là, il y a une porte. Et devant la porte, il y a des policiers. Et moi, je vais aller parler à Robert Bourassa, je ne me souviens pas pourquoi. Mais ça devait être assez important, je savais qu'il était là. Et je fais comme d'habitude, je m'en vais, je marche et j'arrive devant les policiers. Un des policiers qui était là était un des gardes du corps de Bourassa, me connaissait très bien. Il me dit, Claude, tu ne peux pas rentrer, on a instruction de fermer la porte à tout visiteur. Le corridor est interdit ce soir. Moi, j'ai cru que c'était une blague, et puis, parce que je ne voyais pas... je suis passé, il n'y a personne n'a osé m'arrêter, j'ai ouvert la porte et je suis entré. Et à ce moment-là, j'ai vu à l'autre bout du corridor, j'ai vu Marc Lalonde qui traversait dans le corridor d'un bureau à l'autre. Ce qui voulait dire que la raison pour laquelle c'était bloqué, c'est que Marc Lalonde, qui était conseiller de Trudeau, était venu à Québec et avait des rencontres dans le bureau du premier ministre pendant la crise d'octobre. Et je l'ai vu, c'est ça qu'il ne fallait pas que je voie, c'est pour ça que la porte était bloquée. Le policier qui m'a ouvert, ça s'est connu par la suite, a été déplacé, pour vous dire que c'était sérieux. Et la façon dont Lalonde était venu incognito, il avait été entré dans l'immeuble du premier ministre par une sortie qui n'était jamais, une entrée qui n'était jamais utilisée, qui donne aujourd'hui sur le boulevard René-Lévesque. Et il est monté comme ça direct au bureau du premier ministre, personne ne savait, et puis il serait reparti, personne n'aurait su qu'il était venu. Mais je l'ai vu. Monsieur Morin, vous avez adhéré au Parti québécois au mois de mai 1973. Je n'avais pas du tout l'intention de me lancer en politique active. Ça, je tiens à le dire au départ, parce que c'est arrivé par la suite, mais ce n'est pas à cause du fait que j'ai adhéré au Parti québécois. Donc, adhésion au Parti québécois pour témoigner de ce que je connaissais, et puis pour aider le parti, évidemment, l'évêque, mais ça ne voulait pas dire que j'étais d'accord avec tout ce qu'il y avait dans le programme du Parti québécois. Pour moi, l'idée, c'était de changer le système. Et là, vous avez été accueilli par M. l'évêque. J'ai été très bien accueilli par la plupart des gens. Par la suite, c'est assez compliqué, je reviendrai peut-être à ça, là, mais je veux dire, c'était un recrutement, disons, qui, je pense, m'oubliant moi personnellement, mais qui a été utile au PQ et qui a ravi l'évêque, qui n'a jamais insisté pour que je devienne membre du PQ, pas du tout, et qui l'a appris quand je lui ai téléphoné à un moment donné pour dire que je faisais ça. Alors, c'est arrivé à Québec. Il y avait Camille Lorrain, l'évêque, etc., dans une cérémonie, pas une cérémonie, une réunion qui avait lieu à Limoilou. Et j'ai adhéré au Parti québécois en mai 1973. Et votre arrivée à l'exécutif national, ça s'est fait de quelle façon? Alors, ce qui est arrivé, c'est que là, l'évêque a dit « J'aimerais ça avoir un conseiller au programme. Et vous pourriez vous présenter comme conseiller au programme à l'exécutif national. » J'ai demandé ce que c'était conseiller au programme. J'ai dit « C'est celui qui... voit à ce que le parti, dans son ensemble, respecte le programme. » Moi, je n'avais pas trop lu le programme. Quand j'ai lu le programme, il y avait des affaires que je n'acceptais pas. Je n'ai pas dit comme ça à l'évêque. J'ai dit, je ne veux pas être conseiller au programme. Je vais être simplement membre de l'exécutif, si vous êtes d'accord. Et puis, je me présenterai aux élections que le Conseil national tient. Et effectivement, j'ai été élu membre du Conseil exécutif du Parti québécois, mais sans tâche particulière. On n'était pas très loin des élections de 1973 à l'automne. Bon. Là, vous hésitez, vous posez votre candidature, finalement, vous le faites. Pourquoi? Bon, alors, je viens de dire que je n'ai pas du tout l'intention, en adhérant au PQ, d'aller en politique. Puis, je vous dis ça, j'adhère en mai 1973. Puis, il y a des élections qui ont lieu, à quelle époque? Là? Au mois d'octobre. Au mois d'octobre 1973. Et je suis candidat. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé deux choses. La première, qui de toute façon m'aurait empêché de me présenter, c'est que le député libéral de ma circonscription, c'était Claude Castonguay. Claude Castonguay, qui est un ami d'enfance, que j'ai vu pendant des années de temps, avec qui j'ai travaillé comme sous-ministre pour la question du régime de rente du Québec. Et il n'était pas question de me présenter contre lui. Et il n'était pas question de me présenter ailleurs dans la région. Donc, ça excluait, tant que Castonguay était là, que je me présente. J'apprends au cours de l'été, confidentiellement de lui, qu'il ne se représentera pas aux élections.
Mais on ne savait pas que ce sera en octobre 73. Mais il parlait, lui, de 74, plus tard. Et il ne voulait pas, parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire, puis il voulait retourner en affaires. Donc, obstacle Castonguay enlevé, mais ça ne voulait pas dire que je tenais à aller en politique non plus. Paradoxalement, j'ai décidé de me présenter, sachant que je ne serais pas élu. Parce que ça m'aurait embêté d'être élu, parce que je savais que le PQ serait dans l'opposition, au pire, au mieux, troisième parti d'opposition, parce qu'il y avait encore l'Union nationale à ce moment-là quand même. Et deuxièmement, je savais que le comté était un comté libéral. Et je voulais, au fond, j'ai dit, si je me présente, ça va aider l'évêque, ça va aider le PQ, j'ai des réticences quant à son programme, mais ça ne fait rien, ça va aider le PQ. Ce que je ne savais pas, c'est que je serais battu par 700 voix, au lieu de 5000, comme j'imaginais. Alors là, j'ai compris que le comté était prenable, et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Mais il y avait un obstacle majeur à ma continuation dans la carrière politique. Il y en avait deux. Le premier, c'est que ce n'était pas ma vocation, mais je pouvais toujours, à la rigueur, aller faire un mandat. Mais il y avait un autre obstacle, c'est que j'étais en total désaccord avec un élément important du programme du Parti québécois qui était que s'il y a une majorité de députés péquistes qui sont élus, ces députés-là, par un vote, pourraient déclarer la souveraineté. Ça veut dire que vous pourriez déclarer la souveraineté en ayant obtenu 42 % des votes, mais en ayant 58 % de la population contre, ce qui n'a aucun bon sens. Et c'est là que j'ai pensé à proposer au Parti québécois l'idée qu'il y ait un référendum pour accéder à la souveraineté. D'abord. À l'élection de 73, ça? Non, c'est en 74. Oui, mais revenons à l'élection de 73. Là. Et quel genre de campagne vous avez mené si vous étiez à peu près certain de perdre? Ah non, j'ai fait la campagne correctement, mais j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur du comté parce que j'étais sûr de perdre, puis je voulais aider les autres. Mais peut-être que si j'étais resté plus, j'aurais été élu. Mais ça m'aurait un petit peu embêté d'être élu, parce que, comme je vous dis, je n'avais pas vraiment la vocation politique, ça s'était décidé vite. Puis je voulais faire ma part, mais je ne voulais pas m'embarquer. Et ce comté-là, cette circonscription-là, c'est Louis Hébert, c'est dans la ville de Québec. Quel genre? Est-ce que c'était des cols blancs? C'est Sainte-Foy. Sainte-Foy? Oui, col blanc, col blanc. Quoique plus varié que les gens le pensent. Il y avait des quartiers beaucoup moins riches que d'autres. Des étudiants aussi? Il y avait beaucoup d'étudiants à cause de l'Université Laval. Mais c'était quand même, traditionnellement, un comté libéral. Et je me suis présenté, mais c'est là que j'ai été battu par seulement 700 voix. Et c'est surprenant. Je ne pensais pas que le perdre par si peu. Durant cette campagne-là, vous avez fait diffuser un slogan qui disait en 73, je vote pour un bon gouvernement. En 75, par référendum, je voterai pour un Québec souverain. L'idée n'était peut-être pas de vous, peut-être que oui, mais il y a de vos collègues qui ont été choqués. Est-ce que vous vouliez leur forcer la main? D'abord, l'idée de distribuer ce dépliant-là, c'est pas de moi, et j'étais tout à fait d'accord avec le dépliant. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Guy Joron et un comité qui s'occupait de publicité. L'idée, c'était de dire aux gens, parce que les autres étaient déjà d'accord avec l'idée d'un référendum. Il n'y en était pas beaucoup question, mais il y a déjà des gens qui étaient d'accord. Et ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens, le mode d'accession à la souveraineté que le PQ avait dans son programme. Moi non plus, d'ailleurs. Donc, pour rassurer les gens, ils ont dit, on change de gouvernement aujourd'hui, on changera le Québec, le statut du Québec par référendum plus tard. Moi, c'était exactement mon idée, parfait, et ça a été distribué. Je ne suis pour rien, évidemment. Par la suite, on m'a reproché d'avoir été à l'origine de cette publicité-là, parce que par la suite, c'est là que j'arrive à 1974, j'ai continué avec l'idée du référendum et j'ai été voir M. Lévesque au printemps 1974. J'ai dit, écoutez, là, j'ai perdu l'élection, le PQ a perdu l'élection, puis vous aussi. Une des raisons, c'est que le mode d'accession à la souveraineté, il fait peur au monde. Ils ne savent pas qui on est. On n'a jamais donné la preuve qu'on pouvait être un bon gouvernement. Alors, il faut dissocier les deux opérations. Il faut élire le PQ et la souveraineté, ça se déterminera par référendum.
Et on la fera quand il y aura une majorité de la population pour. Ça n'a pas de sens de penser qu'on peut faire de la souveraineté s'il n'y a pas une majorité formelle d'exprimer. Mais cette populaire. élection que vous avez perdue par 700 voix en 1973 vous a amené à une réflexion. Vous avez pris quand même quelques semaines pour réfléchir à la suite. Oui, j'ai pensé à l'élection. Moi, tout le temps que j'ai été sous-ministre, je réfléchissais à des questions politiques. Je continuais à cette époque-là. J'ai appris le pli. Alors, après l'élection, j'ai dit, qu'est-ce qui a fait perdre le PQ? Et j'ai pensé qu'un des facteurs déterminants, j'ai pensé à ça quand j'ai passé c'était un bel hiver, cet hiver-là, à l'île d'Orléans, dans la maison de Félix Leclerc, qui était mon beau-frère. Il me l'avait prêté parce qu'on était parti 2-3 semaines. Puis là, j'ai réfléchi, j'ai lu, et c'est là que j'ai pensé qu'il fallait que le projet de référendum et que l'accession de souveraineté se fasse par référendum. C'est ça que j'ai expliqué à l'évêque au printemps 1974. J'ai dit, il va y avoir un congrès à l'automne. Il faut absolument que le programme introduise l'idée du référendum. De toute façon, s'il n'y a pas, moi, là, je ne continue plus en politique. Bon, voyez-vous, là, ça voulait dire qu'à partir de ce moment-là, si le référendum était accepté, moi, j'étais un peu conscrit. Mais je ne savais pas s'il serait accepté. M. l'évêque m'a dit, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Faites tout ce que vous pouvez faire accepter l'idée, acceptez les invitations que vous pouvez pour la diffuser dans les divers comtés, faites des émissions de radio, de télévision, écrivez dans les journaux, allez-y. Moi, j'interviendrai plus tard, si besoin, mais je n'interviens pas tout de suite. Moi, je suis le chef du parti, je ne veux pas prendre parti maintenant pour un camp ou l'autre, allez-y. Mais cette idée-là, vous mijotez dans la tête depuis au moins 5-6 ans. Oui, moi, j'ai eu cette idée-là. Oui, je vais vous raconter d'où ça vient. Pendant les négociations constitutionnelles, quand j'étais sous-ministre, pendant les négociations constitutionnelles, il y avait du blocage, évidemment, il y en a eu, puisque les demandes du Québec n'ont jamais été acceptées. Il y avait du blocage devant les positions du Québec de la part du reste du Canada puis d'Ottawa. On voyait bien qu'on n'arriverait à rien. Et moi, à la longue, on finit par connaître les gens des délégations en face, et je connaissais très bien les membres des délégations fédérales, qui étaient tous des hauts fonctionnaires. Gordon Robertson qui était là. Il y en avait d'autres, je ne vais pas nommer tous les noms, mais j'ai Bob Bryce, alors, qui était sous-ministre des Finances. Et à tous ces gens-là, pas aux 3 en même temps ou aux 4 en même temps, mais j'abordais toujours l'idée, mais qu'est-ce qui ferait que le reste du Canada puis Ottawa céderait à des demandes québécoises? Parce que puis là, de fil en aiguille, ils ont fini par me dire, évidemment, ça n'existe pas en régime britannique. La seule façon, ce sera un référendum où la population dirait, sur des projets précis, oui, on veut ça, puis on le veut majoritairement. Là, on sera obligé de faire quelque chose. Alors, ils parlaient de ça théoriquement, mais ce n'est pas tombé dans ma tête théoriquement. Je dis, ah bon, la seule chose dont ils ont peur, c'est un référendum. Très bien. Alors, d'où, en 1974, l'idée de proposer un référendum à mettre dans le programme du Parti québécois pour dire aux gens, écoutez, l'avenir du Québec, c'est pas le PQ tout seul qui va décider ça. C'est vous, lors d'une consultation populaire. Et dans ma tête, à moi, c'est important que je le dise, le référendum pouvait viser la souveraineté, mais pouvait aussi s'appliquer à des modifications constitutionnelles ou à d'autres choses, mais de l'ordre concernant la question nationale. C'était pas seulement dans ma tête à être utilisé pour uniquement la souveraineté, mais pour toutes sortes d'autres choses aussi, d'ordre national. Donc, j'ai proposé, en tout cas, fil en aiguille, la résolution a été acceptée aux 2/3 par le Congrès. Mais ça ne s'est pas fait facilement. Ça ne s'est pas fait facilement, vous allez voir. Ça ne s'est pas fait facilement parce qu'il y en a qui étaient tout à fait opposés à l'idée d'un référendum. Le raisonnement étant, en régime parlementaire britannique, c'est la majorité des sièges qui détermine. Alors pourquoi on va aller faire un référendum? Si on a la majorité des sièges, on déclare la souveraineté. L'erreur que ces gens-là faisaient, c'est qu'en régime parlementaire britannique, la majorité parlementaire suffit pour des lois ordinaires, des lois courantes, des lois nouvelles, mais qui se situent. Mais là, ce n'est pas une loi ordinaire, la déclaration de souveraineté d'une population. C'est quelque chose qui
transforme le régime, qui le jette à terre. On ne peut pas utiliser la règle courante applicable en régime parlementaire pour une décision aussi manifestement lourde de conséquences. Alors, dans cette perspective-là, le référendum était, à mon avis, nécessaire, et c'était la façon aussi pour le reste du monde de comprendre qu'il y avait une volonté vraiment manifeste là, de souveraineté. Et quelle stratégie vous avez pris pour la faire passer? La faire passer, c'est ça. Deux, trois idées. Un, c'est une question trop importante, la souveraineté, pour que la population ne soit pas d'accord. En d'autres termes, on n'en fera pas le Québec souverain si le monde n'est pas d'accord. Bon, c'est simple bon sens. Deuxièmement, les autres pays ne reconnaîtront pas s'il n'y a pas pas de majorité évidente en faveur de la souveraineté. Parce que le Canada est un pays bien vu. Avant que ces autres pays-là acceptent que le Canada se morcelle, bien, il va falloir donner la preuve que c'est bien ce que la population veut. C'est le genre. Puis troisièmement, bien, ça peut aider au Parti québécois à se faire élire. Parce que les gens vont avoir moins peur, ils savent qu'ils vont être consultés. Et c'est ça qui a gagné. Mais ce qui s'est passé, quelque chose de très, à mon avis, dommageable, qui l'a été d'ailleurs, c'est que des gens se sont dit, ceux qui étaient opposés au référendum, bon, bien, s'il faut absolument un référendum, OK, on va accepter. Mais, à une condition, il doit avoir lieu à l'intérieur du premier mandat de gouvernement dès que le Parti québécois sera élu. Ça veut dire, on accepte le référendum, mais vous dites d'avance, en 1974, que quand le PQ sera élu, il y aura un référendum pendant son premier mandat. Vous êtes obligé à ça. Et c'est ça qui a été voté. Ce qui était une sottise monumentale. Elle est déterminée en 1974 ce que vous allez faire X années plus tard, sans savoir quelles seront plus tard les conditions. Mais ça a été voté comme ça. Alors, le référendum a été accepté, mais à la condition qu'il y ait lieu avec un calendrier, si je peux m'exprimer ici. Est-ce que vous êtes intervenu sur le plancher non, pour... je ne suis pas intervenu sur le plancher, non, parce que j'étais tellement détesté par quelques-uns que finalement, je me suis arrangé pour faire intervenir Jean-François Bertrand à l'atelier A1 où c'était décidé. Jean-François Bertrand puis Robert Burns, qui était d'accord lui aussi. J'ai dit, si tu parles, toi, Robert, toute la gauche du PQ va te trouver bien. Puis Jean-François, s'il parle, toute la droite du PQ va le trouver bien. Alors allez-y. Moi, je ne dirais pas un mot. Je n'ai pas dit un mot. Donc, ça a été adopté aux 2/3 au Congrès. Au Congrès. Là, après ça, on s'en va lentement vers l'échéance électorale qui est venue en novembre 1976. Bon. Vous êtes-vous préparé de longue date? Parce que là, les libéraux vous ont mis un gros adversaire. Oui, alors, justement, bon, mais attention. C'est que depuis que dès que le PQ a accepté le référendum comme mode d'accession à la souveraineté, comme moi j'avais proposé cette idée-là, que j'étais identifié à ça, je me sentais en quelque sorte obligé de me présenter aux élections. Alors ça, je fais changer le programme du PQ, je dérange tout le monde, puis je dis, bon, ben, salut, continuez. C'est quelque chose qui ne va pas, là. Alors, je me suis convaincu d'aller faire un mandat. Alors, j'ai dit à M. Lévesque, longtemps avant, j'ai dit, M. Lévesque, vous savez que moi, la politique, ça m'intéresse, mais ce n'est pas ma vocation. Je vais me présenter. Je vais préparer ma candidature longtemps d'avance. Mais, je vous le dis tout de suite, je vais faire un mandat. Mieux que ça, je vous dis tout de suite que je vais me rendre jusqu'au référendum et quel que soit le résultat, je pars. Parce que si on gagne, bien, je resterai comme conseiller, si vous voulez. Sinon, bien, on aura perdu, ce sera de ma faute. Et l'évêque m'a dit, je m'en souviens toujours, il dit, vous pensez que vous n'aimez pas la politique, vous allez voir, vous allez aimer ça, vous allez vouloir rester des années de temps. J'ai dit non. Il dit oui. Bon, il dit, on verra bien. Alors, j'ai donc dit à l'évêque que je voulais me présenter pour un mandat, en fait, pour aller faire le référendum que j'avais fait mettre dans le programme. C'était une logique. Et je me suis préparé longtemps d'avance parce que j'ai même ouvert un bureau de comté, c'est-à-dire j'ai acheté une ligne téléphonique nouvelle avec un nouveau numéro dans ma maison. Puis je publiais partout que j'avais le numéro X, qu'on pouvait me rejoindre n'importe quand comme candidat du parti, après que j'ai été choisi par une convention où j'étais le seul membre, le seul candidat. Alors, je suis devenu candidat, alors j'avais une ligne téléphonique. Des gens appelaient des fois.
Puis on répondait dans la maison bureau de Claude Morin, candidat, mais c'était dans la cuisine chez nous. Mais non, mais les gens m'atteignaient, C'était le but. Puis il y avait un bureau, en quelque sorte. Ensuite, j'ai écrit dans le journal du comté L'Appel, un article toutes les semaines. Et j'ai été très actif, puis on s'est organisé et on a fini, ça c'est pas moi, par avoir, je pense, la meilleure organisation de comté de tout le Québec. C'est Jean-Claude Moisan qui était mon directeur d'organisation de comté, que je ne connaissais pas. C'était un professeur de littérature française de la Renaissance à l'Université Laval. Quand j'ai su que c'était un professeur, d'abord, de littérature française, deuxièmement, puis de la Renaissance, troisièmement, j'étais découragé. Je dis, moi, dis-moi pas que dans le PQ, là, va être pris avec des intellectuels que j'aime. Il était extraordinaire. Puis il a su. En tout cas, c'était parfait. Alors, je lui rends hommage, là, parce que moi, je n'aurais jamais été capable d'organiser ça comme ça. Donc, en 1976, on ne pensait pas que les libéraux, vous avez opposé exactement. Jean Marchand. C'est ça. Alors là, je me présente et je reçois un téléphone un soir de Léon Dion, le père de Stéphane. Il dit, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Je dis, oui, quoi? Il dit, ils vont présenter contre toi un gros candidat. Ils sont sûrs qu'il va gagner, ils ont fait des sondages, et puis il n'ira pas présenter contre toi, qui est le plus gros candidat du PQ de la région, un gars dont tu ne seras pas sûr qu'il allait gagner. Je dis, c'est qui? Il me dit Jean Marchand. Et Jean Marchand, ça m'a fait vraiment de la peine, parce que c'est quelqu'un que j'avais connu puis quand j'étais étudiant à l'Université Laval, que j'avais été voir parce que c'était un de mes héros de jeunesse, avec lequel j'avais toujours été en bons termes, et qui se présentait contre moi venant d'Ottawa. Et surtout que Léon Dion m'avait dit, il le présente parce qu'ils sont sûrs qu'il va gagner, il n'ira pas le gaspiller. Tu sais, ça se tient. Alors, ça veut dire que pendant au tout début de ma campagne électorale, j'apprends, à toute fin utile, c'est ça que ça veut dire, que je vais être battu. Mais que le PQ ne sera peut-être pas élu, mais que moi, je vais être battu parce qu'ils ont choisi le candidat pour me battre et qui ont fait des sondages. Je n'ai pas besoin de vous dire, j'ai mal dormi cette nuit-là, mais le lendemain matin, il s'est passé quelque chose. Le lendemain matin, je faisais des tournées et à un moment donné, je m'en vais m'acheter du tabac pour ma pipe à la tabagie habituelle. Et là, il y avait des gens. Ils disent, ah, M. Morin, il dit, c'est écœurant, les libéraux qui ont mis contre vous. Et là, je découvre pendant la journée, pendant l'avant-midi, que les gens étaient fâchés de cette nomination-là, même des libéraux, en disant, ils veulent vous battre, vous devriez être élu pour le PQ, puis ils font exprès passer. Et là, j'ai découvert, puis dans la journée, ça s'est confirmé, qu'il y avait une réaction contre Marchand et contre le parachutage par Bourassa de Marchand dans mon comté. Puis effectivement, j'ai gagné l'élection. J'ai gagné ça par 53-54 des votes. Lui, dans les 40. Il y avait l'Union nationale aussi. Puis il y avait des communistes, puis qui n'ont pas eu grand-chose. Mais donc, j'ai gagné l'élection en 60. Est-ce que ça a changé la stratégie de votre campagne, ça l'arrivée de Jean Marchand? C'est-à-dire que ça a changé, cette journée-là, où je me suis rendu compte qu'il y avait une hostilité de la population. C'est que ça m'a redonné confiance, ça a mobilisé mon monde. Et puis, ça n'a pas changé le sens de la campagne, ça a changé, je dirais, mon style à moi. Et puis, je savais que j'avais un adversaire que les gens refusaient. Et puis, ça s'est confirmé tout le long. Tu sais, le parachutage d'un ancien ministre fédéral, je ne sais pas ce qui était à l'époque, Marchand, j'ai oublié. D'ailleurs, je viens de reparler à Marchand par la suite. Je dis ça parce que je donnais des cours à Hall après que j'ai eu laissé la politique. Et on prenait l'avion, un petit avion qui allait de Québec à Gatineau. Gatineau, pas la ville actuelle de Hall, mais un petit aéroport grand comme un mouchoir de poche. Et on était 5 ou 6 dans un petit cerf-volant qui nous servait d'avion. Et on voyageait souvent ensemble, soit en allant, soit en venant. Et parce qu'il allait au Sénat, je crois. Et il m'a dit que les libéraux de Bourassa lui avaient garanti 2 choses. Un, qu'il gagnait l'élection, il y avait des sondages. Et deuxièmement, qu'il y avait une organisation absolument impeccable pour le faire élire. Et il dit, j'arrive là, les sondages, c'était des sondages très généraux qui ne voulaient rien dire, puis l'organisation, il n'y en avait pas. Alors, il était très mécontent de son expérience, puis il dit, t'as bien fait de gagner. On n'est pas resté en mauvais termes. On y reviendra la semaine prochaine. Merci, M. Morin.